Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous. Défiance, curiosité, quel rapport entretenons-nous avec l'intelligence artificielle? L'étude Les Français et l'IA réalisée par le cabinet Mazars nous montre plutôt une grande lucidité sur le sujet. Ce sera notre discussion avec Laurent Inard, qui est associé chez Mazars en charge des sujets data et R&D en France. Alors on y voit peut-être un petit peu moins clair en revanche en ce qui concerne la fiabilité du réseau Internet. Les pannes, les déconnexions, peut-être sont des signaux d'alerte d'un réseau qui va de plus en plus être soumis aux pannes. On verra si c'est le cas avec deux experts en plateau. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec elles, des femmes dans la tech dont on tire le portrait chaque mois dans Smart Tech. Aujourd'hui, ce sera Fanny Prigent qui est entrée dans le top 10 des femmes à suivre dans la French Tech en 2022. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de ce rapport que nous entretenons avec l'intelligence artificielle. Les Français et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est le titre de l'étude réalisée par le cabinet Mazars, un groupe international spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Avec moi en plateau, Laurent Inard, bonjour. Bonjour. Associé chez Mazars, vous êtes plus particulièrement en charge de la R&D, de la data et de l'IA chez Mazars. On va parler ensemble de cette étude dont un des grands enseignements est que si un contrôle externe, donc indépendant, existait au sein de l'entreprise, eh bien on pourrait réduire de moitié les réticences à l'utilisation de l'IA. Moi, je dirais que c'est plutôt très clairvoyant, voire le symptôme d'une sagesse de la part des Français. Dites-nous déjà quelle est la méthodologie qui a été employée pour cette étude. Est-ce qu'on parle des Français en général ? Oui, tout à fait. Alors, on a réalisé cette étude en partenariat avec l'Institut CSA, qui effectivement a mis en œuvre une méthodologie très, très habituelle, la méthode des quotas, donc en interrogeant un peu plus d'1 millier de Français, et effectivement, les Français au sens très général. Et alors, est-ce que ça vous a étonné, cette lucidité par rapport à la question de la confiance que l'on entretient avec l'IA ? Alors, étonné, je dirais, déjà, il y a quand même une très bonne nouvelle, moi je trouve, dans cette étude, c'est que les Français sont plutôt positifs, ont un regard positif sur l'intelligence artificielle, dans leur grande majorité. Et je dirais ça, c'est finalement, je dirais pas contre-intuitif, mais on entend tellement de discours sur la méfiance des Français vis-à-vis de la technologie en général. C'est quand même finalement une très très bonne nouvelle. Mais il y a même une curiosité pour l'utilisation de l'algorithme. Oui. Avec une vraie adhésion, alors évidemment qui est très très différente en fonction quand même des usages, mais dans la santé, même dans l'environnement, il y a certains secteurs comme cela qui sont vraiment plébiscités, on peut le dire. Alors, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que les Français y voient comme source de progrès, en tout cas comme perspective positive au niveau des grands enjeux de société ? Alors, on va un petit peu extrapoler ce qui a été fait, puisque l'étude consiste à leur soumettre un certain nombre d'utilisations et puis de voir un petit peu comment ils appréhendent de manière positive, à quel niveau de positivité ils vont appréhender les choses. Mais quand on regarde un petit peu dans son ensemble les choses, on se rend compte que les Français plébiscitent beaucoup les usages qui ont trait finalement à la prédiction, à la détection. Dans quel domaine ? Alors, par exemple, dans la santé. Ouais. Alors, là, c'est vraiment très plébiscité. Il est vrai que pouvoir être en capacité de détecter des cancers, des stades extrêmement précoces, juste en voyant un scanner en une IRM, et de meilleure manière, avec une plus grande fiabilité que l'être humain, ça, c'est typiquement le genre de choses qui sont plébiscitées. L'environnement est plutôt perçu de manière positive avec l'intelligence artificielle. Malgré toutes les consommations de serveurs, etc. Ouais. Mais en fait, ils voient bien par ailleurs que, par exemple, en maintenance prédictive, le fait qu'on puisse anticiper certains changements de pièces qui, en réalité, si elles n'étaient pas changées, généreraient des surconsommations énergétiques. Dans le monde de l'agriculture, pour c'est le la même chose. pilotage en fait de nos consommations. Exactement, oui. Donc voilà, donc tous ces éléments de prédiction et de détection sont des éléments plutôt plébiscités en réalité par les Français.
Alors la sagesse, c'est aussi parce qu'il y a des réticences. Oui. Oui, bien sûr. Alors les réticences, en fait, et comme vous le dites, c'est une grande lucidité des Français. Finalement, cet outil qui est l'intelligence artificielle est extrêmement puissant. Ils l'ont bien vu. Et comme les outils puissants, ils sont aussi du coup extrêmement risqués s'ils ne sont pas maîtrisés, s'ils ne sont pas sous contrôle. Et quels sont ces Et donc, risques qui sont clairement identifiés? Alors les risques En soi, ce qui fait peur. Oui. Alors en fait, on va dire, on a 5 grands enjeux dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable. On commence à poser des termes maintenant sur ces phénomènes. Les 5 grands enjeux, le premier d'entre eux, c'est la sécurité, c'est la vie privée, les données. Ça, c'est vraiment un enjeu fort pour les Français, qui est vraiment détecté comme étant l'un des grands problèmes et l'un des grands risques qu'ils y perçoivent. Après, on a tout ce qui est bien-être sociétal et environnemental, c'est-à-dire finalement à quoi ça sert. Et est-ce qu'effectivement, on a un avantage sociétal et environnemental à procéder par intelligence artificielle plutôt que par des moyens standards. Après, on a un troisième pilier qui est l'explicabilité, ce qui est un grand sujet d'ailleurs de recherche scientifique, qui est finalement de se dire, comme l'intelligence artificielle est autonome et qu'elle va préconiser des choses spontanément, ça devient plus difficile de, entre guillemets, rétro-ingénierer sa décision et d'être en capacité d'expliquer aux gens finalement pourquoi l'intelligence artificielle préconise telle ou telle action. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, très important, c'est l'équité, la non-discrimination. Ça, c'est un sujet majeur, puisque bien souvent, c'est une conscience des risques sur les biais des algorithmes. Alors, oui, tout à fait. Alors d'abord parce que quand même les quelques scandales un peu médiatisés sur le sujet, qui viennent plutôt des États-Unis, bien plus souvent que pour l'instant qu'en France, sont souvent des sujets qui ont trait finalement à des questions sur le genre ou sur la race, et donc qui posent ces questions-là de manière extrêmement claire dans les médias. Et donc on a cette question-là d'équité. Et naturellement, dans certains usages comme l'octroi de crédit, les primes d'assurance, comme même le recrutement, les CV, etc., sont des sujets où là, on sent que l'équité est un sujet majeur, au-delà des sujets de discrimination qui sont vraiment l'équité poussée à l'extrême. Voilà, donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants pour les Français. Alors, vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche, en fait, en proposant finalement des solutions, puisque, je le disais en introduction, on s'aperçoit qu'un contrôle externe, en fait, un audit des algorithmes permettrait de répondre à ces craintes. Alors, en effet, en fait, en ce moment, il y a déjà une réponse institutionnelle qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que depuis 1 an maintenant, l'Europe réfléchit à mettre en place un règlement européen sur l'IA. Oui. Et ce règlement européen va préconiser, d'abord va interdire certains usages, tout simplement sur le sol européen en tout cas, et puis pour un certain nombre d'autres usages va en réalité créer des obligations de mise en place de dispositifs de contrôle. Et donc ce qu'on a voulu tester en effet, c'était est-ce que finalement ces dispositifs de contrôle peuvent se contenter d'être des dispositifs d'autocontrôle? Est-ce que finalement on demande simplement aux acteurs de l'IA de pouvoir mettre en place leur propre contrôle, ou est-ce que finalement il faut aller plus loin? Le règlement européen, par exemple, préconise aussi des autorités de supervision nationale, et on voit que les Français, puisqu'on a testé cette idée, les Français y adhèrent, mais quand même partiellement, en se disant ça ne suffit pas. C'est un pas positif d'avoir une autorité nationale, mais il faut sans doute un contrôle effectivement indépendant, un contrôle d'un tiers indépendant, plus systématique que ce que pourrait faire une autorité seule. Donc c'est en fait quelque part ce fonctionnement à deux étages. L'autorité qui va fixer un cadre quand même réglementaire, tout ça, et puis ensuite des contrôles de tiers indépendants par ailleurs. Et alors, vous qui travaillez dans l'audit, j'imagine que c'est une nouvelle qui vous réjouit. Mais comment est-ce qu'on garantit que ça apporte davantage de transparence? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans ces audits pour qu'ils soient suffisamment efficaces? Alors, en fait, les audits vont réclamer, je dirais, de la part de ces fameux auditeurs, 2 grandes expertises. Celle qui est d'abord celle qu'on vient d'indiquer, c'est l'audit, c'est quand même un métier. Et donc, il faut être capable, en effet, d'appréhender les risques, de les détecter et de comprendre la réponse organisationnelle et procédurale de chaque audité. Ça conditionne d'avoir un accès total à l'algorithme. Alors, oui, alors je viens au deuxième sujet, qui est au-delà de l'expertise d'audit, il faut aussi avoir une expertise dans l'intelligence artificielle elle-même, et être en capacité notamment d'assortir ces contrôles de procédure avec des contrôles quantitatifs.
Et donc, par exemple, alors, bon, chez nous, chez Mazars, on a monté une intelligence artificielle qui nous aide à auditer des intelligences artificielles. Donc, vous voyez voilà, le sujet un peu amusant, mais ce sont des sujets vraiment importants. On a reçu aussi un chercheur de l'INRIA, Benoît Rothenbourg, qui travaille sur justement cette audit externe des algorithmes. C'est encore un sujet de recherche. Alors, le sujet de recherche, en effet, il est sur la prise en compte de tous les cas de figure. Vous avez un cas de figure qui est ce qu'on appelle la black box, c'est-à-dire on va tester et auditer tout ce qu'il y a autour de l'algorithme lui-même. Évidemment, c'est plus compliqué que celui où il y a une transparence totale dans lequel on rentre, entre guillemets, dans le code, dans le dur, et on va voir ce qui s'y passe. Mais néanmoins, avec ce sujet black box, on est capable quand même de faire énormément de choses. Et donc là, le sujet de recherche vise, lui, à chaque fois à rajouter un test additionnel, quelque chose de plus, qui permet de respecter cette black box tout en ayant finalement encore plus de confiance. Merci beaucoup. Et donc, on se dirige vers cette IA responsable, espérons-le. Merci Laurent Inard, associé chez Mazars, en charge des sujets data et R&D en France. À suivre dans Smart Tech, on parle du niveau de risque des pannes d'Internet et du cloud. Alors, je vais commencer ce Tech Talk par une énumération, courte, rassurez-vous. Le 8 juin, des grands sites à travers le monde soudainement indisponibles. Le 27 avril, des connexions Internet littéralement coupées dans certaines régions de France. Le 4 octobre, c'était la panne géante de Facebook, WhatsApp qui a touché des millions, on dit même des milliards de personnes. L'année dernière, c'était un incendie dans un data center français. Voilà, tous ces signaux sont-ils des alertes pour nous dire que le réseau est en danger, que l'on va connaître un niveau de panne de plus en plus croissant et fréquent? On va répondre à cette question, on va essayer en tout cas d'y répondre avec Maître Itéanu, avocat à la Cour d'appel de Paris, chargé d'enseignement à la Sorbonne en master de droit du numérique. Vous êtes aussi le président d'honneur de l'Internet Society, après l'avoir présidé pendant plusieurs années. Et l'Internet Society, c'est une société savante fondée par les pères fondateurs de l'Internet aux États-Unis, avec plusieurs filiales. Chapitres. Voilà, chapitres, comme vous dites, notamment en France. Et Internet Society a pris part, à travers des groupes, au sein de la gouvernance d'Internet, à l'élaboration des plus grands standards aujourd'hui d'Internet. À vos côtés, Maître Itéanu, nous avons Jérôme Nicole, ingénieur indépendant, fabricant d'infrastructures Internet, 20 ans dans les télécoms. Jérôme, de la tranchée, vous nous dites, au routeur en passant par l'économie et la régulation. Vous êtes intervenu pour plus d'une cinquantaine d'opérateurs, entreprises ou collectivités. Votre activité de freelance de conseil et expertise en réseau infrastructure vous permet d'accumuler, mais aussi de distribuer des retours d'expérience et de bonnes pratiques. Donc avec nous, deux experts de ce grand réseau et puis du cloud aussi, pour nous dire comment ça va se passer demain. Jérôme, peut-être on va commencer ensemble avec donc l'actualité la plus proche. Je l'ai dit, le 27 avril, les connexions qui ont été littéralement coupées, sectionnées, un sabotage de plusieurs tronçons de fibres optiques sur lesquels vous êtes intervenu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette panne, de ce sabotage ? Alors, des pannes sur des câbles longue distance, c'est quelque chose de relativement fréquent. Il y a des dispositifs de maintenance pour l'entretien. En général, on va compter quelques dizaines de milliers de coups de pelleteuse. C'est les principales cas et causes d'incidents sur ces câbles. Pour les câbles sous-marins, ça va être des relevés d'encre ou des chaluts ou autres. Donc des accidents ? Des accidents, tout à fait. Là, c'en était pas un. Oui. On a assisté à un sabotage coordonné de 5 points assez sensibles. Donc sur 80 km de rayon. Et c'est la première fois qu'on assiste à un tel niveau de synchronisation, oui. D'infraction, ouais. Mais des simples doubles ou triples coupures sur une infra d'un opérateur donné, plus ou moins coordonné, ça c'est, je dirais, c'est du tout venant. On a eu par exemple les antennes mobiles à Grenoble il y a 2 ans de ça à peu près, qu'on fait tomber les 2 points de présence de Bouygues. Manque de bol, les pompiers étaient chez Bouygues, ils n'ont pas pu bosser. Alors ça c'est
une actualité ponctuelle? Est-ce qu'on peut dire que ça met en danger notre connexion Internet? Parce que finalement, on a vu des coupures chez les utilisateurs, mais pas si longues que ça. Ça a été vite réparé, ce qui montre sans doute les signes d'une résilience quand même du réseau, Maître Itani. Oui, alors c'est à partir du moment où on a décidé l'ensemble de la société de basculer sur ou autour des réseaux numériques, ben oui, il y a un risque. Ce risque, il est bien réel. Vous avez cité des exemples. Ça va du bâtiment, puisque c'est l'incendie du bâtiment OVH, en passant par les réseaux. Ça va des pannes jusqu'aux attaques, aux cyberattaques. Parce qu'à partir du moment où on rattache un système d'information, et vos confrères de TV5 Monde s'en rappellent, Oui. au réseau numérique, immanquablement, il y a un risque. C'est inévitable. Alors après, statistiquement, ce risque, quel est-il ? Ce que vous dites, c'est que plus on dépend du réseau, plus on va s'apercevoir de ce risque. Voilà, ça me fait penser à une actualité récente sur l'énergie et le gaz. Voilà, tout d'un coup, on se rend compte. Vous posez une question qui est une évidence, mais à laquelle on n'a pas beaucoup réfléchi il y a 20 ans, lorsque tout le monde a foncé sur les réseaux numériques. Et peut-être que maintenant qu'on en est dépendant, il faudrait penser à des plans B, à des façons de faire en cas d'attaque ou effectivement de... Alors quand on interroge les opérateurs, enfin les responsables des infrastructures, ils nous disent tous, nous on a des systèmes totalement résilients. Est-ce que, ça vous fait sourire Jérôme Nicole, est-ce que vous voyez comme ça ce réseau hyper résilient En l'occurrence, ou de plus en plus vulnérable au contraire? Bon, les câbles qui ont été sectionnés le 27 avril, ce sont des câbles du réseau LDCom historique, dont dépendent majoritairement SFR et Free, Oui. en ce qui concerne les opérateurs grand public, mais aussi des opérateurs longue distance internationaux. Il se trouve que SFR et Free ont, par souci d'économie, essentiellement relativement peu de redondance dans le maillage de leurs différents points de présence réseau. Donc, forcément, chez eux, ça a duré plus longtemps. Orange a été très peu impacté, voire pas du tout. Mais d'autres systèmes... Mais là, c'est une question d'investissement très local, finalement. Oui, tout à fait. Mais Orange, Free ou SFR ne sont que 1 parmi 73 455 opérateurs actuellement allumés sur Internet. Donc, c'est finalement juste des pannes locales. Et les systèmes, aussi résilients, performants et innovants soient-ils, parfois souffrent de défauts de conception, mais tout simplement parce que dans des grandes organisations, la main droite, c'est pas toujours ce que fait la main gauche. Le cas de la panne de Facebook et WhatsApp et tout ça, par exemple, en fait, c'est une interdépendance entre deux systèmes qui sont tombés. Enfin, l'un a entraîné l'autre, et il était impossible de réparer l'un sans remonter l'autre. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas pu accéder aux machines pour remonter le réseau, tout simplement parce que le contrôle d'accès était dépendant de ce réseau. Donc en fait, ils ont attendu qu'il y ait à la fois l'ingénieur et le mec avec les disqueuses pour accéder aux machines. Et là, c'est un pour remonter problème la conf. informatique, c'est pas un problème d'infrastructure finalement. Qu'est-ce qui fait la différence ? Puisque là, en l'occurrence, on parle d'une infrastructure de contrôle d'accès au sein d'un data center, dans le cas de la panne de Facebook, liée à une fausse... Mais c'est un problème là aussi local, je dirais, d'informatique d'un groupe, certes d'un géant du numérique. C'est juste un service qui est tombé. Voilà, c'est ça. C'est un service qui est tombé. L'infrastructure elle-même d'Internet, vous dites, c'est vrai qu'on n'y a peut-être pas pensé à notre hyper-dépendance il y a 20 ans, et même plus, au moment où s'est bâti Internet. Est-ce qu'il y aurait des choses aujourd'hui qu'il faudrait changer, transformer ? Ça va être très compliqué parce que c'est un réseau effectivement mondial qui est fondé sur des protocoles et qui sont bâtis par une communauté de chercheurs qui est quand même plutôt, faut bien le dire, bien infiltrée par les acteurs américains. Cet Internet a une patrie qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, il faut le dire. Pour prendre simplement un exemple que tout le monde comprendra, les services sur Internet sont les plus importants, je pense au web et à l'adresse électronique, fondés sur un hommage Internet. Oui. Ce quelque chose point quelque chose ou ce www.quelque-chose.com ou autre. Ce système de nommage, il nous est indispensable pour pouvoir adresser un courrier électronique, un courriel comme on dit d'ici, et qu'il arrive à son destinataire, par exemple, ou pouvoir accéder à un site web. Ce système-là, il est fondé sur une dizaine de serveurs dans le monde, une dizaine de serveurs, dont 7 ou 8 qui sont aux États-Unis,
parmi lesquels on trouve la NASA, un qui est au Japon, un qui est à Stockholm en Suède. Donc, Ça, c'est pas très rassurant, quand on oui, entend ça. bien sûr, c'est un risque. Je crois qu'est arrivé le temps de la maturité par rapport à Internet. Ouais. On a été émerveillés par ce nouveau système, on l'a vu. Les techniciens ont des réponses, et puis ils ont une manière de voir les choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de la maturité. Il faut peut-être penser à peut-être un plan B, à une manière de fonctionner, même temporaire, en dehors du réseau numérique. Ce que je dis là, c'est peut-être difficilement entendable, mais c'est le bon sens. L'Internet Society travaille dessus, juste avant de vous faire réagir, Jérôme Nicole. L'Internet Society a alerté sur cette difficulté-là. Elle a établi un rapport en décembre 2019. Elle l'a orienté aussi droits de l'homme, parce que il y a des pannes qui sont aussi organisées dans certains pays Par les États. Ouais. par des États qui ont intérêt à ce que leur population n'ait pas accès à l'information libre ou puisse communiquer. Et donc, elle a alerté sur cette difficulté. Et ce que disait tout à l'heure Jérôme, il y a 73 000 opérateurs, mais la réalité, c'est qu'en France, 99% de la population est servie par, une douzaine d'opérateurs, une quinzaine d'opérateurs. Donc, c'est un petit nombre, c'est un bottleneck, c'est un goulot d'étranglement qui est facilement ciblable. Et donc, il y a toute une série de risques. Il faut les voir en face. Il ne faut pas abandonner Internet, c'est plus possible. On ne reviendra pas en arrière, puis c'est pas souhaitable. Mais il faut avoir conscience aujourd'hui de ce risque. Et la question que vous posez, elle est fondamentale pour ça. Vous vouliez réagir, Jérôme Nicole? En fait, on a créé de la dépendance et par souci d'efficacité économique, l'optimalité économique d'une infrastructure s'obtient quand elle converge vers un monopole ou une concentration en tout cas, donc au moins un oligopole. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est dépendant de gros acteurs. À partir du moment où on distribue le système et où on arrive à se connecter à plusieurs opérateurs simultanément par des chemins physiquement différents, où on a une connaissance de ces infrastructures et des protocoles qui, eux, sont très robustes, en fait, on n'est pas impacté par ce genre de panne. Mais ça demande un niveau de maîtrise de l'ensemble de la chaîne technique. Or, à force d'empiler la complexité technologique, on augmente les risques, la surface d'attaque, et les plans de continuité. Et peut-être qu'on manque aussi de compétences. Ah, totalement. On est très peu nombreux à être capables. Même, je pense au problème de raccordement en fibre optique des foyers aujourd'hui, où on voit tous les problèmes qui se multiplient, comme on n'en avait encore jamais vu, parce qu'on manque visiblement de compétences sur ces raccordements, ou parce qu'on ne se donne pas les moyens pour les avoir. Bon, je sais pas. Mais... Sur la cybersécurité, tout le monde le dit, on est en recherche d'ingénieurs qui travaillent sur ces problématiques-là. Il y a deux grands types d'attaques. Il y a les attaques de masse. Vous recevez tous les jours des ransomware, vous ne le savez pas, ou des mails qui veulent vous amener sur des sites, etc. Et puis il y a des attaques ciblées. Il y a des attaques ciblées. Et je pense par exemple que TV5 Monde, on ne saura jamais qui véritablement, même si on a des doutes, a attaqué TV5 Monde, mais c'est une attaque ciblée. Alors les outils sont disponibles pour attaquer de manière ciblée des organisations. Et ça, il faut qu'elles en aient conscience. Alors, moi, je vais vous parler du cloud aussi. Est-ce que le cloud augmente le risque de panne, Jérôme Nicole? À partir du moment où on concentre plus de choses au même endroit, on crée un point de fragilité puisque c'est une cible plus attrayante. Et parce qu'on nous a aussi vendu l'inverse. On nous a dit, finalement, vous allez être beaucoup mieux, enfin, vos données seront beaucoup mieux sécurisées par des opérateurs qui mettent des moyens conséquents au service de l'ensemble de leurs clients, plutôt que vos données chez vous sécurisées par des petites méthodes locales. Les vendeurs vendent, c'est bien ça qu'ils servent. La différence, c'est que... On n'a pas gagné en sécurité avec le cloud ? Non, parce qu'il était tout à fait possible, simplement plus cher, d'obtenir des systèmes totalement distribués, mais privés et maîtrisés de bout en bout. C'est-à-dire que vous ne savez pas, en l'occurrence, où sont placées les batteries et qu'il y a des planches de bois dans le data center. Voilà, et pour le coup, il a brûlé. Bon, ça a servi de leçon, je crois. Pas à tout le monde encore. Quand même, sur cette peur d'un blackout total, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Ça n'est pas arrivé, même avec la guerre en Ukraine. On peut même faire référence d'ailleurs à la crise Covid-19, où on s'est tous retrouvés confinés. On a vu que cette montée en charge soudaine du réseau, elle a été supportée, ça a fonctionné. Ça, c'est quand même assez rassurant. Oui, bien sûr, c'est robuste, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs la stabilité, c'est le mot habituel
des Américains. Quand j'étais dans la gouvernance Internet, ils parlaient de stabilité. Oui. Et ils ont, de ce point de vue-là, ils ont démontré que c'était effectivement une réalité. Ils ont apporté la stabilité au réseau. Donc bravo. Et d'ailleurs, il y a toujours des débats aussi géopolitiques autour de l'Internet. Aujourd'hui, Internet est américain, il faut dire la réalité. Et on voudrait l'avoir migré vers plutôt l'ONU, l'Union internationale des télécoms, qui est à Genève, ou ITU en anglais. Bon, ça pose d'autres problèmes. Et donc, selon les Américains, on perdrait en stabilité? En tout cas, si vous donnez la main à l'ONU, à l'UIT, et si ça se termine comme la Commission des droits de l'homme qui est maîtrisée par la Syrie, l'Iran et la Corée du Nord, moi je trouve que ça pose un problème. Ouais. Voilà. L'autre problème, en fait, et c'est finalement quelque chose d'historique et culturel dans le monde des télécoms, c'est qu'avant on avait tout normalisé, on avait des circuits établis pour avoir un appel de bout en bout à l'international, donc tout était normalisé par l'ITU. L'établissement de normes, les évolutions de ces normes prenaient des décennies. Avec le paquet, on a des réseaux qui sont beaucoup plus versatiles. Le paquet. Les réseaux par paquet, donc Oui. IP. On est capable finalement de faire beaucoup plus de choses à beaucoup moins cher et d'en faire complètement autre chose avec le même réseau. Enfin, il y a toujours des standards, des normes. Oui, mais qui sont du consensus mou. On n'a pas besoin de se mettre tous d'accord pour que les protocoles puissent être interopérables entre les différents acteurs. Vous pensez à quel protocole en particulier? Quelle fragilité? On parle par exemple, on a parlé des incidents voix, donc notamment sur le protocole SIP. Chaque équipementier, chaque opérateur va avoir une implémentation propre de SIP. C'est ce qui fait que parfois on a des problèmes sur les appels d'urgence. Et pas que. Mais c'est le socle du protocole, il est standard, et chacun y a greffé des morceaux en plus, et de pair à pair se met d'accord. Parce qu'on peut peut-être plus attendre 10 ans aussi. Mais justement, si on revenait sur une gouvernance centralisée, verticalisée, avec des assurances, des process, de la qualité, etc., on perdrait en agilité et en capacité d'innover. Oui. Donc vous dites c'est le revers de la médaille. Oui. Ouais. Jérôme fait référence à l'époque où c'était les États qui maîtrisaient les standards pour le réseau téléphonique, pour parler librement. Le réseau téléphonique commuté, c'était les États. Vous aviez le 0140 à faire, ça arrivait à tel endroit, parce qu'il y avait un plan national de numérotation qui était contrôlé par l'État, des standards contrôlés par l'État, et les États entre eux, à l'UIT, à Genève, organisaient tout ça. Les opérateurs. Aujourd'hui, on nous a vendu le monde libertarien comme étant celui qui met en place vous savez... qui a permis quand même de connecter la planète. Qui a permis de connecter la planète. Mais de réduire drastiquement les coûts. Bien sûr. Mais cette communauté molle a quand même des gens qui ont des agendas qui ne sont pas, on ne va pas jouer le complot, mais qui ont des agendas de contrôle et de... Voilà, c'est la réalité. Donc ça va être très compliqué de faire sortir Internet de ça. Est-ce qu'on est face aussi peut-être à un problème de qualité, peut-être plus que de risque, vraiment de panne et de coupure d'Internet? Est-ce qu'on n'est pas plutôt face à une baisse de qualité des connexions? Alors, à vouloir tirer les coûts par une concurrence effrénée, on a effectivement un petit peu raboté les chandelles. Enfin, c'est quelque chose de relativement normal. Vous n'avez pas la même qualité de prestation pour 55 € pour un raccordement en distribution directe pour du FTTH que vous avez pour 2 000 € de frais d'installation d'une fibre optique professionnelle. Ça pose la question du modèle économique et du partage aussi des coûts. Tout simplement du fait qu'on ait décidé d'ouvrir à la concurrence quelque chose qui n'était pas optimal à ouvrir. L'infrastructure en elle-même, c'est elle qui coûte, la boucle locale. Alors que juste les routeurs pour faire circuler les paquets entre les services, derrière, au final, c'est l'épaisseur du trait en termes de coût global pour un opérateur. Mais là, on revient à la discussion précédente, c'est-à-dire qu'aussi ça a permis de libérer le marché, de libérer les connexions de tous les utilisateurs. Mais moi, je pensais plutôt au problème du modèle économique, à savoir qu'on a d'un côté aussi des flux de plus en plus importants. On consomme de la vidéo couramment, de haute qualité, sur nos mobiles, pas seulement sur le fixe.
Aujourd'hui, les opérateurs nous disent « Ah oui, mais nous, on doit investir dans des infrastructures de plus en plus onéreuses ». On en est où de cette discussion entre le partage des coûts, entre les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de tuyaux? Les coûts ne sont pas proportionnels au volume ou au débit. Enfin, il faut quand même que quelqu'un s'occupe effectivement des De poser infrastructures les fibres optiques. et puis Et on leur paye des abonnements pour ça. Oui, mais c'est pas eux qui aujourd'hui, si je puis dire, tirent les marrons du feu. Ce sont ceux qui sont au-dessus et qui offrent les services. C'est eux qui entrent en bourse, c'est eux qui font des milliards et des milliards et qui ne participent pas beaucoup finalement au travail des opérateurs réseau. Et c'est ça qui pourrait peut-être nous mettre en danger demain d'une baisse de qualité sur les réseaux? En fait, pas du tout. Au contraire, c'est un écosystème qui est beaucoup sain parce qu'on y apporte de la biodiversité. C'est-à-dire que là où un opérateur investit sur une infrastructure et donc ne peut pas disparaître du jour au lendemain parce que c'est une activité qui est très lourdement capitalistique, une entreprise de service, je veux dire, qui se rappelle de MySpace, qui utilise encore Yahoo, voilà, ils peuvent être balayés du jour au lendemain par un concurrent qui fait quelque chose de différent et nouveau. Bon, merci à tous les deux. On est déjà à la fin de ce talk. On a même dépassé le temps. Merci Olivier Tanu, avocat à la Cour d'appel de Paris, président d'honneur d'ISOC France, et Jérôme Nicole, ingénieur indépendant, fabricant d'infrastructures Internet. Juste après la pause, on se retrouve pour le portrait d'une femme tech. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. On vous parle ici d'innovation et de numérique et c'est le moment du portrait d'une femme tech entrepreneur avec Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice du média Les Informels. Aujourd'hui, ce sera le portrait de Fanny Prigent. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Donc Fanny Prigent, cofondatrice de Each One, une jeune start-up qui favorise le retour à l'emploi des migrants. Expliquez-nous déjà ce qui vous a intéressé ou interpellé dans son portrait. Alors, j'ai sélectionné aujourd'hui Fanny Prigent parce que d'abord, elle a été identifiée parmi les 10 femmes à suivre en 2022 par Sista. Oui. Et par ailleurs, parce que Each One, l'entreprise qu'elle a cofondée, a gagné aussi le prix de l'entrepreneur social décerné par le Parisien et le groupe Boston Consulting Group cette année en 2022. Donc ça, c'est pour la raison pour laquelle elle vous a tapé dans l'œil. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans son parcours? Écoutez, en fait, Fanny Prigent a une trajectoire très internationale, un peu atypique, comme souvent ces portraits de femmes que l'on choisit, puisqu'elle a passé toute son enfance de ses 8 à ses 18 ans en Guyane, donc un territoire où effectivement la migration était déjà un sujet. Et alors j'ai choisi aussi Fanny parce que justement Each One, donc favorisant le parcours des migrants et le recrutement et la réinsertion professionnelle des migrants, est vraiment tristement d'actualité en ce moment avec la crise en Ukraine et les crises migratoires que l'Europe a traversées ces dernières années, puisque nous avons eu beaucoup de réfugiés politiques. Ouais. Voilà, et donc elle a cette enfance en Guyane où elle dit qu'elle côtoie des enfants, en fait que la Guyane a une situation très particulière, le croisement de plusieurs migrations, mais qu'enfant elle ne réalise pas du tout qu'elle côtoie des camarades de classe qui pourraient avoir des problèmes d'exil et de parcours migratoire, et qu'en arrivant à Bordeaux après son bac, elle a un choc culturel sur les bancs de Sciences Po, puisqu'elle est à Bordeaux pour suivre Sciences Po, où elle se rend compte qu'elle a vécu, grandi dans des codes socioculturels totalement différents. Et donc, à l'issue de ça, elle a envie de travailler sur l'impact, de s'investir en fait dans une entreprise qui a une mission. Et à la sortie de ses études, elle fait aussi un master en management financier à l'IAE. Elle s'investit dans le conseil, mais elle va choisir la Fondation Accenture pour suivre des projets de type ONG avec SOS, le groupe SOS, et ensuite la Mosaïque RH. Voilà, elle passe 5 ans là-bas, donc elle a des projets, voilà, elle est à la fois entre le conseil, mais le conseil avec un impact, parce qu'elle a besoin de porter des valeurs d'insertion, et vraiment elle a ancré en elle cette problématique sociale depuis son enfance. Et elle va ensuite partir en Malaisie pendant 2 ans pour Urban Refugees, qui est une ONG américaine, où elle dit qu'elle va côtoyer des femmes extraordinaires, comme une députée afghane qui l'a beaucoup marquée,
Et à l'issue des 2 ans, l'ONG pour laquelle elle travaille est impactée par l'élection de Donald Trump et ne va plus avoir les subventions d'État américains auxquelles elle avait droit jusqu'à présent. Donc Fanny va revenir en France, un peu secouée par le fait qu'il faut absolument, dans une ONG, courir derrière les subventions. Elle se dit, mais comment est-ce qu'on peut repenser le modèle économique d'une entreprise qui devient à mission pour que son activité soit pérenne et qu'elle ne dépende plus des subventions d'État et donc des élections qui, comme celle de Donald Trump, peuvent faire cesser du jour au lendemain. Ouais. Exactement, du jour au lendemain, faire cesser ces fonds. Voilà, donc elle se dit, comment est-ce que je vais pouvoir travailler ce modèle économique, le rendre pérenne, et elle se dit, elle se met en chasse de personnes qui partagent ses valeurs comme elle, et elle rencontre Théos Skubla qui est sorti de l'ESCP avec lui aussi un projet. Il avait lancé une première structure avec Maxime Baudet, et tous les 3 ils cofondent Each One, qui est donc une entreprise à mission, comme vous le disiez, qui favorise la réinsertion en fait des migrants qui sont en situation de droit du travail. Donc elle insiste là-dessus, c'est-à-dire des migrants qui ont l'autorisation, le droit légal de travailler en France. Donc pas des migrants en situation irrégulière. C'est à la fois des réfugiés politiques, des gens qui sont en regroupement familial. Il s'agit à l'heure actuelle de plus d'1,2 million de personnes en France. Et donc qu'est-ce que fait Each One ? D'un côté, ils vont recruter, identifier des talents à travers... Depuis combien de temps ? Parce à quel moment elle bascule, elle crée sa propre entreprise ? Elle rencontre Théos Skubla et Maxime Baudet fin 2016. Et ils fondent Each One, donc il y a 5 ans. Et donc, elle existe depuis 5 ans, la structure. Et donc, ils vont travailler à la fois avec plus de 300 associations, l'OFI, qui est l'Office de migration et d'inclusion français, et puis toute une série de structures associatives et d'accueil des migrants, pour recruter et voir reconnaître les talents, en fait. Et de l'autre côté, ils ont des entreprises qui ont besoin de recrutement, qui ont besoin de créer des leviers d'engagement et de croissance au cœur de leur masse de ressources humaines, et qui ont besoin aussi de rendre appétible leur marque employeur. C'est-à-dire qu'en favorisant le recrutement d'un migrant, ils savent qu'ils vont aussi créer de l'engagement auprès de leurs employés. Donc en fait, ils font la jonction des deux. D'un côté, identifier les talents. Donc ça correspond à leur politique RSE. Exactement, tout à fait. Et d'un autre côté, à un vrai besoin de recrutement. Exactement. Et ça s'inscrit dans la dynamique d'aujourd'hui, sachant que... C'est quel type d'entreprise qu'on retrouve alors c'est des entreprises comme des grosses entreprises françaises, comme L'Oréal, comme la BNP, comme Ikea, qui vont... en fait, Each One va travailler les soft skills, identifier donc les compétences des talents, travailler les soft skills, les former pendant 3 mois pour avoir une véritable qualification par rapport aux recruteurs en phase 2, leur permettre d'être formés, d'avoir aussi, pour correspondre aussi à des besoins de conformité, notamment sur des métiers comme data analyst, comme des conseillers clientèle pour des grandes marques de luxe. Et donc voilà, ils vont les former pendant 3 mois pour qu'ils arrivent au recrutement dans les entreprises. Merci beaucoup, Olivia Strigari, directrice de la publication, cofondatrice des Informels pour vos portraits de femmes tech entrepreneurs dans Smart Tech. C'était votre émission préférée sur l'innovation. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.